dernier conférencier cet après-midi. Alain Farah est écrivain. Il a publié un roman, Matamor, numéro 29, publié chez le Cartanier en 2008, repris chez Léo Scheer à Paris en 2010, et un livre de poèmes, Quelque chose se détache du port, paru chez le Cartanier en 2004 et repris en poche avec une nouvelle postface en 2009. Il est titulaire de doctorat en lettres modernes de l'École normale supérieure et d'un PhD en études littéraires de l'UQAM. Professeur à l'Université McGill, il enseigne la littérature française contemporaine. Ses travaux portent le devenir des notions d'avant-garde et d'engagement aujourd'hui. Depuis 1998, ses textes sont parus dans plusieurs revues. Le titre de sa communication est rien de moins que « Je suis l'avant-garde en 2010 ». Bien, alors c'est un peu plus que ça. C'est pas seulement rien de moins, c'est qu'à l'origine, le titre que j'ai toujours voulu avoir, c'est « Je suis l'avant-garde en 2010 ». Aventure notionnelle, mais il y a eu des petits soucis, je pense, au niveau de la communication entre Sylvano et moi. Donc, c'est « Je suis l'avant-garde en 2010, aventure notionnelle ». Charles Baudelaire, il y a un siècle et demi, l'avait déjà remarqué. Quand vient le temps de parler littérature, les Français aiment bien recourir à la métaphore militaire. Critique par rapport à cet usage, indiquant que ces, je le cite, glorieuses phraséologies s'appliquent généralement à des cuistres et à des fainéants d'estaminets, l'instigateur de la modernité littéraire en France pressent sans doute que cette utilisation du lexique de l'armée à des fins littéraires a de beaux jours devant elle. Les quelques lignes de Mon cœur mis à nu qui traitent de la question expriment suffisamment le dédain du poète pour cette inclination stylistique. Décidé à montrer le ridicule de ces formulations, Baudelaire s'adonne à leur énumération. Alors, j'en cite quelques-unes. « Rester sur la brèche »,« Porter haut le flambeau »,« Littérature militante »,« Poète de combat ». Avant de clore cette liste par un syntagme dont la mauvaise connotation politique entraîne à elle seule la péjoration, je cite « littérateur d'avant-garde ». Puis, pour finir, cette remarque si clairvoyante qui semble anachronique, tant il est possible de l'entendre comme une rétrospective des aventures littéraires des 100 dernières années. Je cite à nouveau Baudelaire, « Ses habitudes, et je m'excuse d'avance à certains de nos amis de la Belgique, ces habitudes de métaphore militaire dénotent des esprits non pas militants, mais faits pour la discipline, c'est-à-dire pour la conformité, des esprits nés domestiques, des esprits belges qui ne peuvent penser qu'en société. » Fin de la citation. Sentence implacable qui résonne d'outre-tombe. De la publication du manifeste futuriste de Marinetti dans les pages Figaro, donc en 1909, à la mort de Sartre, c'est une grande partie de la production littéraire française du siècle dernier qui nous donne l'occasion de mettre à l'épreuve ces paroles de Baudelaire. Car, à bien y penser, les deux grands motifs qui ont organisé cette littérature sont précisément des métaphores militaires. Combien d'écrivains peuvent prétendre n'avoir jamais eu un jour à l'autre à se positionner vis-à-vis de l'avant-garde, à justifier leur pratique devant l'impératif de l'engagement? Comment, depuis la position je ne sais pas pourquoi, à toutes les fois que je viens pour dire historique, ces temps-ci, je dis histrionique. Donc, c'est des choses comme ça qui se passent dans mon cerveau. Mais donc, comment, à partir de cette position-là, qui est la nôtre et qui permet une vue d'ensemble de ce 20e siècle français, ne pas admettre que Baudelaire a partiellement vu juste, sachant à quel point ces deux notions, quoique prétexte à des avancées et à des découvertes indiscutables, seront aussi l'occasion de rappel à l'ordre, de dogmatisme et d'exclusion. Si la tentation est grande, comme disait Brecht, de vouloir nettoyer avant usage la notion d'avant-garde en lui donnant une définition applicable à l'entièreté du phénomène, mieux vaut t'admettre plutôt, comme François Noudelman le rappelle, que, je le cite, cette désignation d'avant-garde canalise, récupère quelque chose de foncièrement indiscernable, un innommable qui déroute et déstabilise le regard, la lecture, l'écoute, au travers des radicalités artistiques. Fin de la citation. Sachant donc qu'aucune dénomination ne peut résoudre le phénomène, il vaut mieux, selon Noudelman, éviter d'ordonnancer les œuvres selon des catégorisations rigides pour plutôt chercher à déceler des flux, des passages et circulations. Constat oxymorique lorsqu'on se rappelle des observations baudelairiennes, paradoxe constitutif quand on se met à penser aux aléas de la notion, justement. Alors, par quel biais pouvons-nous restituer au terme donc avant-garde son historicité propre, sa place singulière dans l'histoire des formes?
Sûrement pas en cherchant une origine exacte à son emploi, puisqu'on peut trouver des occurrences à la fin du 16e siècle, ou encore moins en affichant comment je pourrais dire, des ambitions d'exhaustivité. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'en 2007, pour célébrer son 100e anniversaire, les HEC, donc je m'excuse Gilles, avaient comme slogan « Toujours d'avant-garde ». Alors, si on commence à vouloir repérer toutes les occurrences, on n'en finit plus. Alors, à défaut d'épuiser le sujet, la présentation d'aujourd'hui aimerait proposer un court inventaire théorique et mettre en lumière quelques hypothèses qui expliquent pourquoi la notion ne me semble plus opératoire dans le cadre d'une réflexion contemporaine sur l'avenir et sur le devenir de la littérature. Alors, je commence cette brève filature notionnelle en citant paradoxalement un avis de décès qui a été prononcé en 1995 par Peter Berger dans un article qui s'intitule « Fin de l'avant-garde », justement. Alors, je le cite. « Qui s'en tient au prétendu fait n'aura aucune difficulté à conclure à la fin des avant-gardes. À coup sûr, tout cela est exact et peut être observé aussi bien dans les expositions artistiques que dans le quotidien. Mais qu'en résulte-t-il? Non pas que les avant-gardes sont pour nous liquidées, mais plutôt qu'elles survivent précisément en tant que passé. » Fin de la citation. Liquidée, dissoute, l'avant-garde produit tout de même des effets donc, sur la littérature d'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en appelant à un dépassement. Et on se souvient que Berger, donc ça a été nommé implicitement aujourd'hui, consciemment ou non, a élaboré une typologie du phénomène avant-gardiste à partir de la thèse suivante. Donc pour lui, la révolte des avant-gardes, elle est entièrement dirigé contre l'institutionnalisation de l'art comme sphère autonome, détachée de ce qu'il appelle le praxis of life, donc la praxis de la vie. À partir de ce constat, Berger va classer les avant-gardes selon deux catégories. Donc, d'abord, les avant-gardes historiques et, de l'autre côté, ce qu'il va appeler les tentatives néo-avant-gardistes. Alors, je cite un peu, donc je ne sais pas si certains ont lu sa théorie. Donc, finalement, ce qu'on en retient, c'est une note en bas de page que je vous lis là à l'instant. Donc, ça vous évite de vous promener dans ce texte-là, qui est quand même assez, c'est une espèce de dialectique hegelienne. Moi, j'y comprenais rien, mais j'ai retenu, donc, j'ai retenu cette note en bas de page. Alors, il dit... The concept of the historical avant-garde movements used here applies primarily to Dadaism and early Surrealism, but also and equally to the Russian avant-garde after the October Revolution. The concept historic avant-garde movement distinguishes these from all those neo-avant-gardist attempts that are characteristic for Western Europe and the US during the 50s and the 60s. Although the neo-avant-garde proclaimed the same goal as the representatives of the historic avant-garde movements to some extent, the demand that art be reintegrated in the praxis of life within the existing society can no longer be seriously made after the failure of avant-gardist intentions. Alors, je déplie un peu. L'effritement du modèle avant-gardiste daterait donc, selon lui, de la Seconde Guerre mondiale. Cette avant-garde, dont on qualifie habituellement la fin à la charnière des décennies 70-80, serait en fait une néo-avant-garde, ayant depuis la fin des années 40 elle-même institutionnalisé le geste avant-gardiste comme geste artistique, niant du coup ce qui faisait la spécificité du projet des avant-gardes historiques. Alors, Berger donne un exemple qui va en fait un peu faire écho à ce que vous nous racontiez, M. Béard, ce matin, puisque vous avez dîné, oui, avec Marcel Duchamp, mais et aussi on a cassé un peu avec un petit marteau la fontaine, donc l'urinoir qui était à l'entrée de l'expo Dada il y a quelques années. Alors, Berger travaille justement sur l'exemple de fontaine, donc de Duchamp, en expliquant que jamais un artiste qui voudrait aujourd'hui amener un urinoir dans un musée pourrait reproduire l'intensité du geste posé par Duchamp, même qu'à l'inverse, je le cite, « Whereas Duchamp's urinoir is meant to destroy art as an institution », donc cet artiste contemporain qui proposerait un ready-made, « ask his work to be accepted by the museum. By this means that the avant-gardist protest has turned into its opposite ». Donc, notre époque, qu'il faudrait peut-être pour rester près de la typologie donc, de Berger qualifiée de post-avant-gardiste, témoigne de la perte pour l'avant-garde de son statut d'idéologie dominante dans le champ. Alors, la seconde moitié du 20e siècle a donc été le théâtre non seulement de la fin de l'avant-garde, mais aussi de la mort de son retour institutionnalisé, qui se situe grosso modo entre les années 50 et puis le début des années 80.
Donc, deux fins donc, qui confirment que l'avant-garde ne peut exercer sa présence qu'en tant que passé pour une grande part fantasmatique. Déjà, a-t-on envie de rajouter le lâcher-tout de Breton sonnait le glas du phénomène. Alors, toutes ces questions d'histoire littéraire et d'acception de termes, de notions n'enrayent pas la seule question qui importe au fond à ceux qui sont plongés dans l'horrible travail. Comment penser l'invention de formes nouvelles et la difficile conjonction de l'art et de la vie à l'extérieur du cadre rassurant de l'avant-garde? L'échec historique du phénomène ne liquide pas la problématique qu'il sous-tend, n'enraye pas cette énergie qui, selon Nudelman, encore une fois, est, je le cite, le maître mot des avant-gardes, cette activation d'une vitalité créatrice, d'une force qui dit non aux académismes, qui remet tout en question, qui prend le risque de la subversion, de la dépense et de la jouissance. Fin de la citation. Rien n'arrête l'impulsion avant-gardiste, surtout pas, on a envie de dire, la fin de l'avant-garde. Évidemment, je ne peux pas me limiter mon enquête à une telle formule paradoxale, et puis le réflexe le plus légitime consiste à remonter encore la filière et à observer en fait d'où Berger parle quand il déploie cette typologie-là. Et pour ça, il faut remonter à une autre théorie de l'avant-garde, qui est celle de Renato Poggioli, qui date de 62, qui nous renseigne sur la nature et le fonctionnement de la notion, alors que la distance avec les phénomènes du début du siècle est beaucoup moins grande à l'époque. Alors, les recherches de Poggioli pensent les caractéristiques de l'expérience du temps avant-gardiste, expérience qui gravite autour de l'idée de la transition. On en a glissé un mot ce matin. Alors, celle-ci est surtout visible dans la phase terminale des mouvements avant-gardistes. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais Poggioli, donc ceux qui le connaissent, se rappellent qu'il situe, en fait, ou bien comment je pourrais dire, il se représente l'évolution des mouvements d'avant-garde en 4 temps. Donc, un temps de l'activisme, un temps de l'activisme où on essaye de se nommer soi-même, un temps de l'antagonisme où on est en train de se rendre compte qu'on n'aime pas les autres, etc., un temps du nihilisme où ça va pas bien du tout, et finalement la fin, donc ce qui m'intéresse moi, ce qu'il appelle agonisme, donc l'agonisme, qui est cette phase pendant laquelle les artistes mettent à mort leur pratique en vue d'atteindre la postérité. Donc, seule sortie de la contradiction qui consiste à avoir reproduit une sorte d'académisme inversé, où c'est l'absence de normes qui est devenue évidemment la nouvelle norme. Donc, les mouvements d'avant-garde n'ont d'autre choix que de s'autodétruire, mais pour mieux revivre, pensant leur légitimité en se tournant vers le futur, bien qu'ironiquement, ce soit leur téléologisme ou encore ce que Poggioli appelle donc dans ce texte la dialectique de l'antitradition, qui teinte d'obsolescence leur démarche. À observer le phénomène, ce qui me semble intéressant concerne précisément la temporalité à l'œuvre dans la posture avant-gardiste qui, au moment de son déploiement, ne peut que conjuguer son action au futur. Poggioli insiste sur la vitesse avec laquelle les avant-gardes se succèdent et se démodent, et le critique rappelle donc le futurisme, donc au sens propre de toutes les avant-gardes. Futurisme qui s'exprime justement le plus visiblement autour de cette question de la filiation. Alors le mythe du précurseur voit son horizon déplacé, passant d'un anachronisme ou de l'anachronisme d'une stratégie de légitimation. Donc, je suis en train de me dire que j'ai raison de dire ce que je dis parce que quelqu'un avant moi l'a dit, à une anticipation tout aussi anachronique d'une filiation fantasmée, au sens où je vais maintenant arrêter de parler parce qu'un jour, on dira que moi, j'avais raison quand je disais ce que je disais parce que je suis l'avant-garde, etc. Donc, le futur prend la place du passé quant à savoir quelle direction temporelle sert le présent. Et entre un oubli à abolir et puis un futur messianique qui n'est pas encore advenu, on le voit bien, justement, comme le disait Berger, que les mouvements savent qu'ils appartiennent à une période intermédiaire, une période de transition. Mais à mon sens, c'est là qu'il est précisément le problème de l'aventure avant-gardiste. On ne demande jamais à quelqu'un qui a le cul assis entre deux chaises de se tenir bien à table. Donc, la seule manière de résoudre l'aporie avant-gardiste a consisté depuis toujours à dénier son aspect fuyant par sa transformation en slogan au service d'entreprises idéologiques plus souvent occupées à obtenir des promotions dans l'industrie culturelle qu'à offrir au monde le résultat de formes produites par des sensibilités inédites. Et puis, ça se constate assez rapidement quand on observe le phénomène qui était parti donc d'une métaphore spatiale, donc avec une unité placée en avant des autres, donc normalement c'est ça, à donc un déplacement très très rapidement vers une métaphore temporelle où les dérives théoriques et puis idéologiques subséquentes à l'incarnation réelle, pourrait-on dire, des avant-gardes dans les pratiques du siècle dernier, ont déplacé la signification du terme, donc à l'origine même de
de la notion et de l'aventure. Donc, on parle rarement de l'avant-garde sans évoquer un rapport au temps, donc qui soit célébré dans le cadre d'une tradition, qui soit à détruire ou à conquérir dans le cadre d'une révolution. Alors, l'avant-garde, il faut bien le constater, a toujours eu un problème avec le présent. Et là, Antoine Compagnon le montre bien en distinguant les appellations trop souvent confondues de modernité et puis d'avant-garde. Je le cite, « Les premiers modernes ne cherchaient pas le nouveau dans un présent tendu vers l'avenir et qui aurait porté en lui la loi de sa propre disparition, mais, donc je souligne, le présent en sa qualité de présent. » Donc, je suis dans les 5 paradoxes de la modernité ici. Donc, pour lui, il y a un véritable héroïsme moderne qui tient au fait qu'il n'y a pas d'utopie ou il n'y a pas de messianisme donc, chez eux. Alors que chez l'avant-garde, en opposition à ce qu'il va appeler la passion du présent, on retrouve une ambition qui est progressiste, qui est téléologique, ce qu'il va donc appeler une religion du futur, qui exprime ou qui s'exprime dans ce désir avoué d'être en avance sur son temps. Donc, et ça rappelle, à mon sens, cette dialectique-là de l'antitradition que vous avez chez Poggioli. Alors, je le cite à nouveau, il dit « Cette liaison fatale de l'art et du temps, de l'art et de l'histoire, ce glissement, alors c'est son chiasme. Moi, je suis incapable de faire des chiasmes, alors incapable, je serais capable, mais ça me tente pas. Donc, ce glissement de la négation de la tradition à la tradition de la négation, vers ce qu'on pourrait appeler un académisme de l'innovation, que les avant-gardes successives dénonceront avant d'y succomber, atténue. Donc, ils pensent que cette dérive-là atténue la force des propositions avant-gardistes du fait qu'elles sont garantes d'une orthodoxie, ce qui est paradoxal chez des intellectuels supposément révolutionnaires. Alors, il en appelle à qui, Compagnon? Vous l'avez peut-être deviné, à Baudelaire, qui, selon lui, est celui qui peut un peu remettre les pendules à l'heure. Donc, les 5 paradoxes, c'est un texte donc, qui date de 90, donc, mais déjà, on est bien, disons, les obsèques ont été célébrées depuis bien longtemps de l'avant-garde rendu là, mais on en appelle à Baudelaire, donc je cite Compagnon une dernière fois. La modernité baudelairienne refusait l'histoire pour dialoguer avec l'éternité, on en a parlé ce matin, et la modernité apprivoisée par le récit orthodoxe n'est autre que la maladie de l'histoire que Nietzsche appelait décadence. Alors que le temps de Baudelaire se présentait comme une succession de présents disjoints, un temps intermittent, du moins si l'artiste devait en extraire quelques beautés, le temps des avant-gardes confond consécution et conséquence dans l'idée d'anticipation. Le récit orthodoxe, comme l'avant-garde, dont il ratifie la conscience du temps, organise la méconnaissance de la modernité. Donc, il y a cette dichotomie-là qui réapparaît entre avant-garde et puis modernité. Peut-être qu'une manière donc, de s'en sortir, c'est d'en appeler à la pensée de Rancière, justement, qui, comme celle de Compagnon, offre une autre sortie envisageable au débat, donc à propos de la fin de l'avant-garde ou de la question de savoir est-ce que la notion est opératoire ou non. Et donc, je réfère au partage sensible, donc qui veut donner, donc ce texte-là qui répond aux questions esthétiques étaient laissées en suspens après la mésentente en 96, donc qui donne une historisation des pratiques artistiques qui vise, donc Rancière le dit, à déserter la pauvre dramaturgie de la fin et du retour. Et le modèle avant-gardiste est vraiment assez quand même symptomatique de cette pauvre dramaturgie. Alors, pour parvenir à ça, qu'est-ce qu'il fait Rancière? Il va diviser l'histoire de l'art en trois moments. Donc, un premier moment où on se questionne sur la valeur et puis la vérité de la représentation, donc ce qu'il appelle le régime éthique des images. À un deuxième temps où on passe à un moment très normatif, où on essaie de définir des arts du faire, donc ce qu'il appelle le régime représentatif ou poétique. Et ce troisième temps-là, qui en intéresse plusieurs d'entre nous, le régime esthétique des arts, où l'art développe son mode d'être spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce régime, ça serait pour lui le vrai nom de ce qu'on appelle, sous l'appellation confuse de modernité, pour lui, ce troisième temps-là, où l'art prend conscience qu'il est justement totalement ou presque totalement autonome et qu'il est conscient de soi-même et puis qu'il évite en fait, d'être dans un rapport complètement coupé à la tradition. Parce que le régime esthétique des arts ne cherche pas à rompre avec le passé, mais bien à offrir une relecture de la tradition et ce qu'on va désigner sous le nom de modernité, donc d'après Rancière, c'est tout ce qu'on a coutume d'aborder sous le mode simpliste de la rupture et de la téléologie, plutôt que de penser l'art en continuité dans un rapport constant un rapport nouveau à l'ancien.
Donc, ce serait comme ça que constamment ce serait réagencé donc, les pratiques, en fait, depuis le milieu du 19e siècle. Alors, ce régime donne à voir une temporalité qui est celle donc, de coprésence de temporalité hétérogène. Et puis, suivant ce raisonnement, donc à partir du moment où on ne voit plus les choses comme nécessairement devant se poser en avant ou dans une sorte de téléologie, l'effritement de l'avant-garde est attribuable, justement, selon lui, à l'effritement d'un paradigme moderniste simpliste, qui est fait, effectivement, de téléologie radicale, de rupture stérile, de rupture démagogique. Alors, en conclusion de ce qui, je l'admets, peut avoir des allures de panaché théorique, je me référais à une citation de Bourdieu que je trouve toujours très inspirante et qui se veut le modus operandi, en fait, de la communication que je viens de présenter. Alors, je le cite, « L'intention qui consiste à reprendre pour le réactiver un mot de la tradition et qui s'oppose diamétralement à la stratégie consistant à tenter d'associer son nom à un néologisme, s'inspire de la conviction que le travail sur les concepts peut, lui aussi, être cumulatif. La recherche de l'originalité à tout prix, souvent facilitée par l'ignorance et la fidélité religieuse à tel ou tel auteur canonique, donc Bourdieu ne se doutait pas que ça s'applique même à lui, et qui incline à la répétition rituelle, ont en commun d'interdire ce qui me paraît être la seule aptitude, ou la seule attitude, pardon, ou béatitude possible à l'égard de la tradition théorique, affirmer inséparablement la continuité et la rupture par une systématisation critique d'acquis de toute provenance. Donc, on se pose cette question-là. Est-ce qu'on peut justement être dans un travail cumulatif sur les notions? Alors, il faut croire que ce n'est pas toutes les notions qui sont récupérables, à mon sens, et qu'il y a un fort prix à payer à vouloir travailler encore aujourd'hui avec celles d'avant-garde, alors que celles de modernité demeurent pour moi, plus opératoire, peu importe l'époque d'où elle émerge, parce que son ancrage est précisément dans le présent, et dans le présent entendu comme surgissement. Alors, on voit à quel point la notion d'avant-garde, qui était discréditée par Baudelaire il y a bien longtemps, qui voyait poindre le mot d'ordre des conformismes, revendiqué haut et fort par une bonne partie de certains écrivains et artistes du 20e siècle, est à manipuler avec soin. Et que la distance que le contexte actuel nous donne par rapport à cette notion, que ce contexte rend possible, comment je dirais, un travail d'inventaire, donc comme un peu celui auquel je me suis adonné. Mais le problème reste le même et puis les solutions ne sont pas satisfaisantes. Doit-on revendiquer donc un usage transhistorique pour en sortir du mot avant-garde qui définirait cette énergie qui, à chaque génération, pousse certains à s'aventurer dans l'invention de formes nouvelles? Cet exercice, à mon sens, serait vain. Donc de dire, bon, ben, on peut toujours réemployer la notion d'avant-garde et puis on sera toujours à l'avant-garde de quelqu'un d'autre, etc. Mais bon, c'est le même problème avec la notion d'engagement. Donc, si on les sort de leur historicité, ça ne veut plus rien dire. Donc, on ne peut pas dire « je suis l'avant-garde en 2010 », ou on peut le dire, mais seulement si ce verbe est employé en déclinant, donc c'est vraiment, c'est un punch assez nullissime, donc en employant le verbe suivre pour le coup, parce qu'on ne peut pas être de l'avant-garde mais la poursuivre, donc j'ai comme fini ça tantôt, là, poursuivre ce qui se cache derrière elle et qui, ça, est intuable, justement, et qui concerne l'insatisfaction face au monde et puis aux modalités que le langage nous offre pour se le représenter. Alors, je m'arrête ici. Merci. Merci Alain pour cette communication à ton image, toujours vivante, enthousiasmée, quelque peu étourdissante, je dois dire cette fois-ci, puisque tu poursuis à la fois le fil historique de l'avant-garde et en même temps tu soulèves plusieurs questions théoriques liées à la temporalité à l'œuvre dans l'avant-garde. Et je m'attendais à ce que tu conclues aussi par ton propre parcours, peut-être que ton titre m'a induit en erreur, au sein du Cartanier, qui est quand même considéré au Québec comme un des lieux de publication d'une nouvelle avant-garde ou d'une certaine avant-garde au Québec, alors que le terme avait disparu presque complètement de la scène dans les années 80-90. Bref, il y a beaucoup de choses. Je voudrais voir maintenant de la salle quelles sont vos questions et commentaires. Silvano Santini. Une autre question théorique. Donc, tu es dans la théorie. Demain, je vais y être, moi aussi, et je vais toucher à la néo-avant-garde, sauf que je n'irai pas en reculant, je vais aller en m'avançant vers les Américains qui reprennent ce terme.
Mais ma question porte pas là-dessus. Ma question porte sur ces aventures notionnelles. Donc, t'as pas opposé, mais t'as quand même choisi le terme modernisme plutôt qu'avant-garde comme étant quelque chose qui aujourd'hui pourrait rendre encore une certaine intelligibilité, un certain sens, contrairement à celui d'avant-garde qui semble maintenant relégué à l'histoire. Il y a un terme qui a, en tout cas dans le monde anglo-saxon, qui semble avoir remplacé, où il y a eu une confusion. C'est entre postmodernisme et avant-gardisme. Donc, je me demandais si tu avais vu dans cette aventure notionnelle cette espèce de rencontre ou de confusion à un moment donné entre avant-garde, postmodernisme. On ne savait plus si on devait remplacer, si elles étaient concomitantes ou plutôt complètement opposées. Donc, je me demandais si tu n'avais pas un complément là autour de la question du postmodernisme dont tu n'as pas parlé. Non. Mais c'est pas la notion de modernisme que je revendique, c'est la notion de modernité. Mais en même temps, bon, postmodernité aussi, ça existe. Le travail qui a été cité par Christophe Meuret plus tôt de Ruffel, donc ce texte qui s'appelle Le dénouement, fait un peu l'état des lieux par rapport à cette question-là en domaine français. Moi, la question, j'ai jamais compris l'histoire du postmodernisme autrement que comme une esthétique, en fait, une esthétique qui reprend ça et là des choses et puis qui politiquement est assez douteuse par son usage de l'ironie, en tout cas, qui moi me fait problème. Mais au-delà de ça. Je pense que c'est vraiment Rancière qui nous permet de sortir de ça. Parce que justement, il dit, bon, ben, ça serait le postmodernisme ou la postmodernité, c'est encore un autre moment, justement, du régime esthétique des arts où on est tellement rendu loin dans la critique qu'on en vient même à simuler une sorte d'après. Moi, je suis pas à l'aise de travailler avec ça, avec cette notion-là, parce que je la comprends pas, puis elle est importée d'ailleurs, et puis elle est apparue en domaine français, donc plus dans un contexte où le gouvernement du Québec, ça c'est fascinant, hein, donc par rapport à Lyotard et tout, a eu un mot, un rôle à jouer, etc. Mais dans d'autres circonstances, alors je sais pas, pour moi c'est un peu un épouvantail, ou c'est un peu une planque, la question de la postmodernité. Même t'entendre sur ton parcours un peu personnel, les œuvres que tu as publiées au Cartanier en particulier, la génération du Cartanier est perçue à tort ou à raison, soit comme une nouvelle avant-garde, soit comme un néo-formalisme. Et si on parle de néo-formalisme, au contraire, on est dans le réactionnaire. Alors, j'aimerais t'entendre un peu sur la génération du Cartanier, puisque tu appartiens quand même, d'une certaine façon, à cette génération, et ton travail, soit avant-gardiste, formaliste ou autre. Oui, mais c'est sûr que disons, avec ce qui s'est passé, justement, avec donc les tentatives néo-avant-gardistes et puis toutes les... je sais pas, il y avait des cartes de membres, hein, pour être membre de tel quel. Là. Il y avait des cartes de membres, et puis, je veux dire, il y avait il s'écrivait des lettres, des choses comme ça. C'était complètement farfelu. Pour moi, écrire des lettres, c'est drôle quand même. Donc, ça fait en sorte qu'on peut plus fonctionner comme ça. Ça, c'est quelque chose qui a changé. On peut plus croire vraiment que on se met en avant des autres, des choses comme ça. Donc, ça, c'est pour... j'essaie pas d'éviter la question, mais c'est que parce que, bon, l'aventure du Cartanier... Je peux juste parler en mon nom, mais comme je suis là depuis la préhistoire de cette aventure-là, je peux en parler. Qu'en 2001, on fonde une revue qui s'appelle C'est Selon. Il y a rien, justement. Donc, quand on suit des cours de création, alors c'est à l'université, ce qui j'ai toujours dit que c'était très très mal de faire ça, jusqu'à ce que je me ramasse prof de ça, donc, et puis que je suis pas capable de me regarder dans le miroir. Quand des profs de création te disent arrête, ou quand justement il n'y a pas de possibilité éditoriale, ben c'est de la vieille histoire en même temps, de devoir créer un nouveau lieu, une nouvelle position, etc. Donc cette nouvelle position-là est née parce qu'au Québec, il n'y avait absolument pas de lieu pour publier un travail qui avait absolument rien à voir avec le formalisme. Alors on avait le formalisme québécois, je pense qu'on n'avait jamais rien lu des Herbes, etc. Donc, mais on lisait POL comme des fous. Et puis...
ça a mené donc à cette maison d'édition et puis très rapidement, donc Christian Prigent était là la semaine passée, très rapidement les liens entre les factions modernes d'un peu partout, transgénérationnelles, se sont reconstitués. Mais c'est pas programmatique, c'est-à-dire il n'y a pas de programme, il y a juste qu'est-ce que c'est écrire une histoire aujourd'hui? Moi, je lis pas beaucoup de littérature que je trouve moderne aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je suis aussi fanatique de Lady Gaga. C'est parce que pour moi, c'est elle qui pose le seul geste moderne qui m'est apparu depuis quelques temps, en tout cas dans l'histoire des formes. J'attendais. Comme je fais partie aussi un peu du projet Cartanier par le biais de la collection d'essais, c'est quand même assez intéressant de voir comment un ensemble d'écrivains et de théoriciens se sont rapidement réunis autour de la bannière du Cartanier, et je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'en effet, là, tout à coup, une façon de poser la question en termes littéraires de l'invention de formes nouvelles. Et en fait, c'était ma question parce que dans ta présentation, ce que tu as surtout fait, c'était de parler des notions d'avant-garde, de modernisme ou de modernité, et d'essayer de comprendre en fait comment être ou suivre l'avant-garde. Donc, c'était d'abord et avant tout sur ce rapport à la théorie, mais en même temps, il y avait derrière une interrogation qui, elle, est fondamentale, qui est comment inventer des formes nouvelles? Donc, dans quel contexte institutionnel les inventer, ou encore en marge de ce contexte-là? Et il est clair, à un moment qu'il travaille depuis 2004 à essayer à monter un répertoire des arts hypermédiatiques, pour moi, très clairement, il y a là, pas avant-garde au sens qu'on en parle depuis ce matin, mais bien une nouvelle forme de production de texte, de production d'œuvres qui mêle texte et image. Et au moment où on a commencé, c'est assez extraordinaire, les gens nous disaient « Mais sur quoi vous allez travailler? » Je dis « Ben écoutez, ça existe déjà. Ce qu'on va d'abord et avant tout faire, c'est de constituer une base de données des œuvres existantes et des œuvres qui, tranquillement, sont en train d'être produites. » Bon, là, on dépasse les 3500 œuvres et on pensait un temps être exhaustif, et maintenant, on sait qu'on ne le sera plus jamais parce que la production est exponentielle. Mais il y a là une nouvelle forme à la fois artistique et littéraire, une nouvelle façon de raconter, qui implique bien sûr texte et image, des liens complexes d'animation et de corrélation entre les relations iconotextuelles, et qui, d'une certaine façon, s'est ouvert, permettant à tous ceux qui voudraient inventer des formes nouvelles, cet espace leur permet d'explorer quelque chose de nouveau, quelque chose qui, encore d'une certaine façon, alors on est tout à fait à la première étape des trois étapes, des trois temporalités, les trois temps là, dont on parle Rancière, c'est-à-dire la constitution, en fait, d'une pratique. Et alors, pendant qu'on peut être en train de pleurer le sort du fait qu'il ne peut plus y avoir d'avant-garde, ou encore que nous sommes dans du post-modernisme, parce que ça aussi on l'a entendu ces dernières années, hein, c'est-à-dire le commentaire d'une œuvre qui ne se fera jamais, et on voit très bien comment, moi je suis surtout américaniste, donc on le voit comment une bonne partie des jeunes éditeurs s'engouffrent dans ce rapport-là. Il est intéressant de voir que d'un autre côté, donc à côté de justement de ce troisième temps, de cette suresthétisation d'une pratique, eh bien, il y a un espace qui est en train de s'ouvrir qui lui permet l'institutionnalisation, du moins, non pas l'institutionnalisation encore, mais la génération d'une nouvelle pratique. Et là, c'est intéressant de voir comment, tout à coup, bien, ces blocs-là vont se mettre en relation les uns par rapport aux autres. En fait, c'est plus un commentaire qu'une question, mais peut-être que tu peux réagir. Mais c'est que c'est... Comment je dirais? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir après comment ça se rapatrie dans le livre, dans l'objet livre aussi, puis comment... Mais c'est parce que c'est tellement banal de le dire comme ça, mais tu peux pas écrire la même histoire si tu as grandi en n'ayant pas la télévision ou si tu as grandi en jouant à Grand Theft Auto. Je veux dire, c'est des choses juste de base. C'est le rapport à la fiction qui est complètement déterminé aussi par la culture dans laquelle tu baignes. Mais après, moi, ce serait comme encore là, un pas encore
un recul encore plus grand par rapport à ça, c'est quoi la phrase d'aujourd'hui? C'est comment juste écrire une phrase. Ça, je trouve ça compliqué. Donc, après, je pense que par la technologie, quand elle est autre chose que simplement un support, elle pose exactement cette même question-là. Comment ces machines-là, dans le fond, amènent à générer quelque chose de l'ordre d'une modernité. Mais après, oui.